Brother, c'est Little Brother. Si finement, si doucement, si tendrement presque. Cette façon qu'elle a d'être coercitive, nous ne pouvons pas ne pas nous y soumettre puisque nous n'avons pas le sentiment de nous soumettre en le faisant. Et les nudges, c'est cette idée-là. Et encore une fois, le meilleur penseur de ça, je le cite abondamment dans ce texte-là sur les nudges, c'est Tocqueville. Je veux dire un mot sur Alexis de Tocqueville parce que c'est très important. Tocqueville est un aristocrate. C'est un aristocrate dont le père avait appelé à l'abolition des privilèges, mais c'est un aristocrate du 19e siècle, il se disait lui-même aristocrate de cœur et démocrate de tête. Ce qui fait de lui le meilleur critique de la démocratie, c'est-à-dire le meilleur des démocrates. Et le premier à pointer les pathologies de la démocratie et le danger que la liberté peut avoir de ne plus réfléchir sur elle-même, de ne plus pratiquer l'engagement, de ne plus questionner ses procédures, de se satisfaire d'un dispositif légal qui serait censé la garantir, alors qu'il n'est pas de liberté. Si vous voulez, il n'y a pas plus de liberté sans homme libre qu'il n'y a de livres sans lecteur. Vous allez me dire, les livres existent, qu'on les ouvre ou pas? Eh bien non. Justement, la liberté n'existe pas davantage qu'un livre qu'on n'ouvre pas. Et c'est essentiel. Et Tocqueville est le penseur de ça. Il est le philosophe de ça. C'est-à-dire, il est le philosophe de ce que la démocratie peut avoir de liberticide, de ce que la liberté peut avoir parfois de liberticide, la façon dont on préserve la liberté. En fait, je crois que c'est un livre là-dessus. Il serait temps que je le sache. C'est le fond du livre, oui, c'est ça. Ça vient petit à petit, vous savez. Ouais. Oui, je sais, on met des années à savoir pourquoi on écrit des trucs. Ouais, Régis Debray, vous l'aimez peut-être. Il a mis 40 ans à savoir pourquoi il avait écrit ce qu'il a écrit, lui. Non, mais il dit sur le vivre ensemble, parce qu'il déteste cette expression. Oui, et il dit le vivre ensemble, c'est pour les vaches. Les hommes, c'est construire ensemble. Vous savez que j'ai un emprunt à Régis Debray dans ce livre, puisque vous le citez, il faut le dire. À un moment, je parle du journal de 20 heures et je me demande comment se fait-il que ce truc survive à l'ère de l'info à la carte et des smartphones, etc. Ce rite où vous avez des demi-dieux, c'est-à-dire des dieux sans jambes qui viennent vous parler et vous délivrer la bonne parole du ciel, de la télévision. C'est le moment, c'est la demi-heure de l'année. C'est la demi-heure de la journée où la télé reprend le pouvoir sur un monde connecté. Le journal de 20 heures. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Même le site internet, on va pas le voir. C'est le moment, c'est le repos du guerrier numérique, quoi. Vous êtes là et vous regardez les infos et on vous dit non pas quoi penser. C'est ça qui est génial, c'est qu'on vous dit pas quoi penser. Vous recevez d'un autre une invitation à penser par vous-même, parce qu'il ne s'agit pas non plus de phagocyter l'opinion, ce n'est pas l'ORTF. Et alors, le journal de 20 heures, Régis Debray a une expression pour parler de ça. Dans son livre sur le sacré, il parle de sacro-saint. C'est pas du sacré, c'est pas du profane non plus, c'est du sacro-saint. Et c'est comme PSG Barcelone, c'est sacro-saint, si vous voulez. C'est pas sacré, parce que heureusement, c'est pas non plus complètement profane, parce qu'ils sont pas faits comme nous. C'est du sacro-saint. Voilà, on est dans le régime médian du sacro-saint. Dans le rite. Oui, chez Platon, c'est le sacro-saint, c'est le stade du feu follet. Platon considère que les feux follets, ce sont les âmes de fourbes, qui par conséquent sont empesées par tous les vices qu'elles ont commis dans le temps de la vie et donc n'ont pas la force de s'élever. Donc ce sont des esprits, donc ça flambe, c'est très léger, mais c'est pas assez léger pour s'élever. C'est comme ça qu'il interprète le feu follet. Le feu follet, le sacro-saint, ce sont ces espaces médians de la vie quotidienne qui sont intéressants à explorer parce que c'est ceux qu'on explore le moins en fait. Alors que c'est là qu'il se passe le plus de choses. Alors, une réflexion que vous avez, si la vie avait un sens, on ne le rechercherait pas. Oui. Alors ça, je ne suis pas le premier à dire ça. Hein. Oui, mais Schopenhauer a dit si Dieu existait, on n'aurait pas besoin d'y croire. D'accord, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que rechercher quelque chose, c'est forcément... non. Alors, vous avez raison. On a le droit de chercher, de trouver quand même. Non, alors vous avez raison sur un point. C'est pas parce que je cherche un sens à la vie que la vie n'a pas de sens. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Sinon, ce serait tiré de ma propre ignorance des conclusions énormes. C'est comme démontrer l'existence de Dieu à partir de l'idée que j'en ai. Donc, le fait que je cherche un sens à la vie ne prouve pas que la vie n'en a pas. Ça prouve que la mienne n'en a pas. Ça prouve que la mienne n'en a pas, déjà. Et la nécessité dans laquelle je me trouve de chercher un sens, si vous voulez, le sentiment que si la vie n'a pas de sens, je suis malheureux et que donc il faut qu'elle en ait un. Si la nécessité que la vie ait un sens nous vient de la détresse ou de la peur de la détresse qui nous étreindrait si on découvrait qu'elle n'en a pas, ça veut dire qu'on confesse par là même qu'on a le sentiment qu'elle n'en a pas.
Mais vous savez bien que c'est un besoin chez beaucoup de gens de se dire qu'ils sont sur Terre, ça doit correspondre à quelque chose. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, ça n'est pas de savoir si les choses ont effectivement un sens ou pas, j'en sais rien. Mais c'est de savoir d'où vient le besoin qu'on a de croire en lui. Voilà. Je ne sais pas si Dieu existe. En revanche, ce qui m'intéresse en tant que prof de philo, c'est l'origine du besoin qu'on a de croire en lui. Voilà. D'où vient le besoin qu'on a de croire en Dieu? Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dire que croire en Dieu est le symptôme d'une pathologie très profonde en l'humain ou signifie quelque chose de très profond en nous, ne signifie pas que par ailleurs Dieu existe ou n'existe pas. Je ne me prononce pas là-dessus. C'est une autre histoire. Je n'ai pas cette science-là. Comme dirait Montaigne, il appartient de la posséder à plus grande puissance. Mais on a le droit de s'interroger sur le besoin qu'on en a. C'est ce que fait Schopenhauer. Schopenhauer, qui était le pire ennemi de Dieu, expliquait qu'on ne pourrait jamais extirper la métaphysique ni la religion de l'âme humaine, précisément parce que nous étions, dès que nous sommes nés, nous avons une conscience aiguë du désarroi qui est le nôtre. Comme dit Pascal, on est embarqué, on le sait déjà, on sait que le plus important a déjà commencé. Nous savons que nos vies sont partagées entre une naissance qu'on a oubliée et une mort qu'on ne connaît pas. Et il faut bien faire quelque chose avec ça. Alors, aux yeux de Nietzsche, de Schopenhauer, croire en Dieu est l'expression de ce désarroi et le désir de combler ce désarroi. Schopenhauer est très sévère avec le désir de croire en Dieu. Nietzsche est plus indulgent. Il dit « c'est une façon de se rendre la vie désirable, mais c'est une mauvaise façon. Il y a des façons 100 fois meilleures de se rendre la vie désirable que de lui chercher un sens. Et, dit Nietzsche, mon ambition est de divertir les hommes 100 fois plus valablement que cela. » Mais peu importe, travailler non pas sur la vérité des choses qui précisément ne nous appartient pas, mais sur le besoin que nous avons de croire qu'on la connaît. Et ça, c'est très important. Et c'est très intéressant. Et c'est une matière, pour le coup, sur laquelle on peut travailler. Donc, il ne s'agit pas pour moi de dire « votre vie n'a aucun sens ». Je ne suis pas gourou. Mais de dire, en revanche, demandez-vous d'où vient le besoin que vous avez, quel en est un. Alors, c'est là où, quand vous intervenez le matin, de temps en temps, et dans ce livre-là, on sent que, je ne sais pas, que... Je me suis toujours demandé si votre but, ce n'était pas de secouer les gens le matin avant qu'ils aillent vivre leur journée. Quand c'est pas flou, c'est qu'il y a un loup. Et vous avez raison. Quand on réfléchit. Ah oui, quand est-ce que j'ai dit ça? Je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai, vous l'avez dit. Oui. Et j'ai trouvé ça, alors là, l'apport d'Enthoven, le regard de philosophe dont on peut dire, oh, à quoi ça sert, etc. Là, on a une preuve précise, parce que tout le monde répète cette phrase dans l'autre sens, évidemment. C'est la phrase de Martine Aubry parlant de sa grand-mère. Et donc tout le monde l'admet, finalement, sans réfléchir jamais. Ah, bah oui, effectivement, quand c'est flou, il y a un loup. Je ne sais plus à quelle occasion j'avais dit ça, probablement pris un chemin qui vous a fait interroger cette histoire sur laquelle personne ne met une contestation. Et en fait, c'est vous qui avez raison, je crois. Mais il faudrait qu'on retrouve l'histoire. Il faudrait qu'on retrouve l'histoire. À l'instant où vous m'en parlez, la mémoire me manque. L'intuition, parce qu'il y a toujours une abstraction derrière tout ça. L'intuition était, mais il faudrait que je retrouve l'exemple. Ça va me. Bon. L'intuition était que la proximité. Le souci d'exactitude, le goût du détail, le goût de l'hyper-précision est en général une façon d'égarer la personne. Et c'est particulièrement vrai avec le conspirationnisme, bien sûr, qui se veut hyper précis, hyper détaillé et qui en réalité ne prélève dans le réel que les éléments qui vont dans le sens de l'idée qu'il en a. C'est l'inspecteur Gadget, si vous voulez, qui se déguise en Colombo, en fait, le conspirationniste. Et donc, c'est ce refus du fou, ce goût de la clarté, de jeter une lumière si claire sur le monde qu'en réalité, qui en réalité, à mon avis, l'obscurcit plus qu'autre chose. Il faudrait retrouver le thème. Alors, autre truc. C'est une phrase que j'ai entendue, je ne sais pas, 10 000 fois, et chaque personne qui prononce cette phrase pense que c'est vrai, et si vous pensez le contraire, vous êtes inquiété. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. On ne peut pas contester cette phrase. Ben, si vous avez réussi à prétendre le contraire, et à la fin de votre article, on se dit, ça mérite réflexion. Pourquoi vous avez pensé remettre en cause c'est plus qu'un proverbe, c'est plus qu'un proverbe, c'est plus une définition. C'est le cœur du livre, en fait, et c'est sa conclusion, mais c'est le cœur du livre, c'est le cœur du travail.
l'idée, l'intuition initiale est de dire quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Genre, la sagesse à hauteur de vue et l'imbécile, hein, il regarde à ses pieds, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Est-il bête, l'imbécile, hein, de ne pas voir plus loin que le bout de son nez? Bien. Sauf que on peut déconstruire 1000 fois cette position. D'abord parce que désirer la lune est tout à fait déraisonnable, et puis on n'en a jamais assez. Hein. Puis c'est l'étymologie même du mot de désir. Étymologiquement, le désir, c'est la nostalgie de l'étoile. Ça veut dire qu'on désire ce dont on manque. Le résultat, c'est que quand on n'a pas quelque chose, on souffre, et quand on le possède, on s'ennuie. Donc, montrer la lune n'est pas franchement une bonne façon de vivre non plus. Montrer la lune permet aussi de ne pas regarder ce qu'on a sous la main. Montrer la lune. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à ceux qui disent une hauteur de vue, une vision. Oui, mais la réalité concrète. En général, celui qui montre la lune, souvent, c'est le Parisien à qui on reproche justement d'être abstrait, d'être un peu sur l'Olympe de son hyper-capitale, loin des réalités concrètes, etc. etc. L'imbécile décentralise. Non, l'imbécile décentralisé n'est pas une bêtise. Ça va plus loin que la structure administrative d'un État. Montrer la lune, c'est se donner des buts qui ont ceci d'extraordinairement commode que leur noblesse vient du fait qu'on les atteint jamais. Voilà, c'est ça. Or ça c'est facile, on peut toujours se donner des buts qu'on n'atteint pas. Il n'y a rien de plus simple en fait que de se donner des buts qu'on n'atteint pas. Il n'y a rien de plus simple que de chercher au-delà des apparences. Il n'y a rien de plus simple que d'imaginer qu'au-delà des apparences se trouve la vérité. Tout ça est facile, tout ça est une disposition naturelle du tempérament humain. C'est une disposition spontanée du tempérament humain. Alors que la vraie difficulté, c'est de s'intéresser au chatoiement, s'intéresser aux fruits qui nous tend les bras. Je reprends l'exemple de Camus. Au jardin Boboli, dit Camus, à la fin de Noces, pendaient d'énormes kakis dorés dont la chair éclatée laissait passer un sirop épais. Toute la sagesse du monde est dans la capacité à se saisir de ce fruit au lieu de se prendre la tête pour faire autre chose. Et le sage montre la lune. Non, c'est pas sage de montrer la lune. C'est aussi une façon de tourner le dos à la douleur. Juste un exemple, la douleur. Vous avez dans les frères Karamazov un débat absolument passionnant entre Ivan Karamazov et Alyosha Karamazov. Alyosha croit en Dieu. Ivan croit en Dieu aussi, sauf que Ivan méprise Dieu. Ivan ne dit pas que Dieu n'existe pas, il dit que Dieu est une ordure. Et c'est-à-dire il juge Dieu. Il dit... Alyosha lui dit, Ivan, bien sûr qu'il y a des choses horribles dans ce monde, mais pense que le jour du jugement dernier, tout le monde se réconciliera. Ivan dit, je m'en fous. Il le dit quasiment comme ça. Je m'en fous. Je me fous de savoir que le jour du jugement dernier, la femme embrassera son violeur, que la mère embrassera le bourreau de ses enfants. Ça ne m'intéresse pas. Le simple fait que pour en venir là, il faille en passer par les larmes d'un seul enfant suffit à discréditer l'abruti qui a fait ce calcul. Donc, je n'aime pas Dieu, je lui rends mon billet, dit Ivan Karamazov. Je lui rends mon billet, parce que la réalité d'une douleur n'est pas soluble dans la promesse de sa dissolution ou de sa dissipation. Ça ne marche pas comme ça. Si vous souffrez, c'est maintenant. Et c'est un débat qu'on retrouve d'ailleurs bien souvent quand une usine ferme et qu'un grand patron explique. Le grand patron, il regarde la lune, il a une vision. Et qu'un grand patron explique, vous comprenez, si je ne ferme pas cette usine, le monde est un village, monsieur. Si je ne ferme pas cette usine aujourd'hui, on se met en danger. C'est 3 usines qu'il faudra fermer dans 4 ans, monsieur. Mes responsabilités douloureuses m'imposent de le faire. Bien. Et puis vous avez le type qui dit, moi ça fait 35 ans que je bosse là, donc en fait ton raisonnement, je m'en fous. Regarde le doigt. Ça ne m'intéresse pas, moi je regarde le doigt. Chacun son truc. La réalité présente d'une douleur n'est pas moins raisonnable que la spéculation dans le terme de laquelle cette douleur est dissipée ou serait dissipée. Il y a un débat entre Leibniz et Locke. Leibniz a écrit les essais sur l'entendement humain et Locke a écrit les nouveaux essais sur l'entendement humain. Dans les essais sur l'entendement humain, Leibniz dit « Ce que vous souffrez maintenant est appelé à se dissoudre dans le meilleur des mondes possibles ». Locke écrit les nouveaux essais sur l'entendement humain pour dire « Ce que vous souffrez maintenant, vous le souffrez maintenant ». Et il fallait tout un livre pour le dire. C'est une façon de regarder le doigt. Donc la proposition selon laquelle, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, est une proposition qu'on peut... coloniale. On peut la déconstruire. En tout cas. On peut la déconstruire. On peut la coloniser. On peut la contre-coloniser et essayer de s'interroger sur la pathologie dont elle est le symptôme aussi, à sa manière. J'avais intitulé notre rencontre « Mieux se perdre pour mieux se trouver ». Parce que pour se trouver, votre technique, si vous voulez, d'interrogation, c'est-à-dire que tout ce qui paraît sûr, certain, évident, etc., doit être questionné, même si tout le monde le dit.
ça mérite réflexion. Et alors, vous entreprenez une entreprise de démolition pour commencer par dire voilà pourquoi tout ce que tout le monde dit n'a pas de sens. Et ensuite, vous remontez. Non, je crois que ce que les gens disent a beaucoup de sens. Pardon, Philippe. Je trouve que ça a beaucoup de sens et c'est justement pour ça que c'est intéressant. Tout ce que tout le monde dit a beaucoup de sens, mais on ne le sait pas, en fait. On ne sait pas pourquoi, c'est ça. Ce qui est intéressant, ce sont les effets de pouvoir qui sont cachés derrière les effets de manche. Ce sont les effets de pouvoir, même du pouvoir qui s'exerce sur celui qui pratique l'effet de manche. C'est cette façon que l'on a d'être soumis à l'instant où on se prend pour l'origine de ses actes. Cette façon que l'on a de croire qu'on sait sans savoir qu'on croit. Tous ces comportements-là sont très intéressants. Et évidemment, ce sont des comportements dont il est interdit de parler sans s'inclure dans les pathologies qu'on désigne. Oui. C'est comme la bêtise. Le pire, alors c'est parler sur la bêtise, c'est formidable. Les gens adorent parce que philosopher, c'est nuire à la bêtise, disait Nietzsche. Donc on se dit c'est cool. Si vous faites de la philo, vous êtes exempté de bêtise. Mais en fait, vous êtes pris par la bêtise à la seconde où vous croyez qu'elle vous a épargné. C'est le signe distinctif de la bêtise, c'est ça. Vous savez, c'est Renan qui disait « Moi qui suis cultivé, je ne trouve pas le mal en moi, abruti ». C'est vraiment, voilà, là, on est gagné par la bêtise à la seconde où on croit qu'elle nous a épargnés. Et c'est cette comment dire ? On ne voit pas les choses mêmes, on voit les étiquettes qu'on colle sur elles. L'enjeu de la philo, c'est de s'enduire d'anti-adhésifs ou d'enduire le monde d'anti-adhésifs. Au ton du monde, les étiquettes qu'on colle sur elle. Et voyons ce qu'il devient, ce qu'il est. Et ce monde tout neuf, désétiqueté, c'est comme dans une histoire d'amour. Vous savez, vous aimez quelqu'un pendant 15 ans, puis un jour vous le rencontrez. Il vaut mieux pas que ce soit trop tard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il arrive qu'on les rencontre après. Enfin bon, vous connaissez ça. Désétiqueter le monde. Essayez autant que possible de ne pas recouvrir le monde de l'idée qu'on en a. Autant que possible. Pensez le monde séparément de l'intérêt qu'on lui trouve et du besoin qu'on en a. C'est comme avec l'autre. Si vous discutez avec un autre, vous parlez avec un autre, si vous ne vous intéressez dans ce que vous dit l'autre qu'à la partie de lui-même qui a de l'intérêt pour vous, ce n'est pas son altérité qui vous intéresse. Vous n'êtes pas dans une discussion, vous n'êtes pas dans une rencontre, vous êtes simplement dans l'horizon très étroit du besoin que vous avez. Vous êtes dans la gare de triage, dirait Bergson, vous êtes dans l'univers réduit à votre besoin. Alors que si vous vous intéressez à ce qui fait l'altérité de l'autre, ce qui fait sa singularité, c'est comme apprendre à être déçu en amour. Qui n'a jamais été déçu ne sait rien du véritable amour, dit Aragon. Parce que aimer l'autre, c'est aimer l'autre malgré lui, malgré ses opinions politiques et l'odeur de ses chaussettes. C'est là que ça commence. C'est là que les affaires sérieuses commencent. C'est là qu'on regarde le doigt. Et pas la lune, si j'ose dire. Il n'y a pas de métaphore derrière ça. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, hein. Je n'ai pas fait exprès. Alors, il y a quelques chroniques ou quelques textes où, là, vous êtes en accord avec ce que vous affirmez. Vous n'êtes pas en train de chercher par quel moyen il faut torturer la phrase pour trouver sa vraie définition. L'homme a besoin de lumière, de beauté comme de pain. Vous avez fait une matinée sur ce point, appuyé sur Camus. C'est Camus, ça. Cette phrase. C'était une chronique assez magnifique, hein. Franchement, c'était. Je me souviens plus. Pourquoi de la vous avez eu envie de la dire, celle-là ? Je me souviens plus de la chronique, mais je me souviens de la phrase. Et la thèse de Camus est fondamentale. Camus considère que l'homme a besoin de pain autant que de bruyère. C'est la métaphore qu'il emploie, parce que le pain est une métaphore aussi. On ne mange pas que du pain quand on mange. Donc c'est aussi une métaphore. C'est une métaphore qui prend une partie qui désigne le tout. La bruyère, c'est la métaphore, cette fois-ci, de la beauté. L'homme a besoin de bouffer, il a besoin de beauté. Les deux sont indispensables à part égale aux yeux de Camus. Et l'un des problèmes de la misère en Kabylie, quand il fait son premier reportage sur la misère en Kabylie à la fin des années 30, c'est que la douleur des hommes et les chants douloureux qui s'élèvent de Tizi Ouzou lui donnent, c'est la phrase de Camus, dit, jette un interdit sur la beauté du monde. Je suis privé de jouir de la beauté du monde parce que j'entends les chants des hommes qui ont faim. Et ça, c'est pas possible. Et d'une certaine manière, si Camus lutte contre la faim, c'est parce que la présence de la faim le prive de la beauté des choses. C'est une raison comme une autre de lutter contre l'injustice. L'injustice le prive de jouir du monde. Et la beauté du monde, la beauté du monde et des choses. Lui, il était d'une pauvreté totale. Totale, non.
totale. Non, mais pauvreté Non, monétaire. Oui, ils avaient pas beaucoup d'argent, ils Mais heureux. ils avaient rien. Il était très heureux. Il disait j'ai vécu combler des biens de ce monde parce que je demandais rien au monde. En fait. Et il se forgeait dans son enfance ce qu'il appelle un été invincible qui lui a permis de traverser tous les hivers de l'existence. Mais la beauté, ce qui est très important derrière ça, c'est que c'est une proposition politique. Considérer que l'humain a besoin de beauté comme il a besoin de pain, c'est faire valoir que la démocratie n'est pas seulement l'égalité matérielle, mais qu'elle est aussi l'égalité formelle. Et que lutter pour la liberté n'est pas moins important que lutter pour l'égalité. En vérité, c'est une proposition presque social-démocrate. Disons que la pauvre traduction politique de cette proposition sublime est malheureusement platement social-démocrate. C'est l'idée qu'on ne peut pas résorber complètement les inégalités, mais qu'on peut faire en sorte qu'elles n'entament pas la beauté du monde, c'est-à-dire on peut faire en sorte que l'inégalité bénéficie à celui qui a le moins. La position de Camus, le discours de Camus, c'est le discours de quelqu'un qui refuse de considérer qu'il suffit d'avoir à manger. Jacques Chirac, allant dans la Tunisie de Ben Ali, voulant être sympa avec le dictateur, dit en arrivant « La première des libertés, c'est d'avoir l'assiette pleine ». Cette phrase est monstrueuse. Cette phrase est monstrueuse. C'est une phrase monstrueuse parce que c'est une phrase qui considère qu'au fond, l'horizon de la liberté peut s'arrêter là. La première des libertés, c'est la liberté que donne la possibilité ou le goût de liberté, c'est la liberté qui vient du fait de ne pas avoir faim. S'il faut lutter contre la faim, et s'il faut lutter pour l'égalité, c'est que l'inégalité est liberticide. Et c'est ça la bruyère dont parle Camus. L'homme a besoin de bruyère, qui est le pain de son cœur. Et quand il parle du pain du cœur de l'homme, il défend autant la liberté que l'égalité contre les régimes mortifères qui ont voulu sacrifier la liberté à la lutte contre l'injustice. Vouloir tuer l'injustice quand on est un homme, dit Camus, c'est se donner des principes plus forts que son caractère, vouloir la supprimer. Lutter contre elle, c'est la moindre des choses. Croire qu'on peut la détruire, qu'on peut l'anéantir, c'est se donner des principes plus forts que son caractère, et si par malheur on a le pouvoir, ça débouche sur des massacres de masse. C'est la logique de l'homme révolté. Et au principe de ça, on a besoin de pain et on a besoin de bruyère. Que le pain ne nous fasse pas oublier la bruyère. Voilà. C'est très important. C'est fondamental. Il n'y a pas d'autre projet politique en démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est un régime qui doit lutter pour sa propre perpétuation. On ne combat pas pour un changement de régime, on combat pour le maintien des libertés que ce régime nous garantit. Et quelle façon a-t-on de lutter pour la perpétuation de ce régime sans être platement conservateur ? Comment se fait-il que lutter pour défendre la démocratie alors qu'on vit en démocratie, ça n'est pas être conservateur ? Parce que la démocratie est précisément un régime imparfait. Ce n'est pas un régime total, c'est un régime où la liberté est toujours difficile et où la liberté est inséparable de l'engagement ou de l'action de l'homme libre. C'est ça la bruyère dont parle Camus. C'est la raison pour laquelle Camus est allé chercher dans la jubilation naturelle, dans l'extase, les expériences extatiques qu'il fait au sein de la nature, comme Thoreau, est allé chercher la force et l'énergie de combattre l'esclavage, l'injustice et le totalitarisme. Il est allé chercher ça dans la nature. Il est allé chercher l'humain dans une nature silencieuse et dont la beauté a rempli son cœur et lui a donné l'énergie d'être persévérant. Et la philosophie est venue des objets ou des choses à disposition. Elle est venue du monde. Oui, elle est venue du monde qui ne dit rien. Il manque un Camus. Hein. Camus manque. Le problème, le jour où Camus est mort, la gauche non totalitaire a pris 40 ans de retard. Et je pense qu'elle en fait les frais encore aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui est fou en fait avec la mort de Camus, c'est qu'il y commençait à peine. Il s'échauffait à peine. Le Camus qu'on connaît, que nous admirons, qu'on aime tant, le Camus de l'étranger, de Noce, c'était Camus adolescent, de Sisyphe, jeune homme, de l'homme révolté. Alors, c'est Camus adolescent, je dirais ça du malentendu, de l'étranger, de l'homme révolté. Non, justement pas. Noce, c'est le Camus de la sagesse. C'est celui qui a 20 ans et qui a tout vu. Ouais. Il a tout compris. C'est après qu'il est devenu un peu adolescent. Mais au début, tout est là. Et Noce est un poème en prose rimbaldien. Et en fait, le premier homme qu'il avait commencé à écrire reprenait déjà cette fougue, cet élan, cette verdeur, cette lumière de Noce. Et voilà, il est mort. Ouais, il est mort. C'est tout lumière, c'est le mot qui lui va le mieux. Alors, pour vous renvoyer, parce que j'imagine que vous demandez l'effet que font vos chroniques radio ou bien les réflexions que vous faites dans des livres. Parfois, on se dit, mais comment suis-je reçu ? Alors, l'avantage de bosser à la radio, c'est qu'on vous renseigne très vite. Hein, là-dessus. C'est l'intérêt. Alors, je me suis permis de lire votre courrier
pas votre courrier personnel, mais le courrier de gens qui vous avaient entendu et qui, chaque jour, il y en a un ou deux ou trois qui dit voilà ce que je pense, il met ça. Et j'ai trouvé une réaction sublime et qui définit peut-être mieux que vous ne pourriez le faire vous-même. Je vais vous demander votre avis. L'impression que vous laissez et l'exigence que vous demandez à ceux qui vous ont écouté. Il y a 7 mots dans son. Il dit voilà, j'ai écouté Raphaël Enthoven ce matin, et voilà ce que je veux vous dire. Je réfléchis dans votre réflexion. Mise en abîme. Merci. C'est pas. Super. C'est formidable. C'est super. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien. Non, mais c'est ce que vous. C'est bien parce que comment dire. On peut faire cet exercice au quotidien. Il y a 2 conditions. La première, c'est qu'on n'a pas le droit d'emmerder un auditeur qui nous a rien fait, ni un lecteur d'ailleurs. C'est pour ça que les formes brèves sont une question de politesse. Oui, c'est une civilité. C'est ça. Les gros livres. Ouais. Les gros livres. Pour qui se prend celui qui écrit un gros livre? Pardon. Nous avons reçu Gauchet tout à l'heure. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. J'étais sûr que ça allait vous gêner. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Marcel écrit des grands livres. Le désenchantement du monde. C'était il y a 30 ans. Hein, ouais, exactement, le désenchantement du monde. C'est encore mieux que le nouveau monde. Ne lui répétez pas. Mais pour qui se prennent les gens qui chérissent le fiel de leur cerveau au point de faire des pavés, quoi. Des pavés, des trucs. Vous avez jamais lu de gros livres avec plaisir? Un ou deux. Un en particulier. Mais bon, c'est Proust. C'est Montaigne. Je veux dire, voilà, c'est OK. C'est Proust, c'est Montaigne. Il y en a qui ont le droit. Il y en a qui ont le droit. Voilà, il y en a qui ont le droit. Et puis bon, vous allez me dire, ils ne savaient pas qu'ils étaient Proust avant d'écrire leur livre. Peut-être. Bon. Forme brève. Le matin, j'en reviens au matin. 2h30. En fait, le problème dans la rédaction de la chronique, c'est de faire court. Ce qui est long, c'est de faire court. Ce qui est long, c'est d'enlever la graisse. Vous êtes comme un sculpteur avec le burin, donc vous commencez à sculpter un cube, puis après vous taillez dans le cube, et puis vous sculptez un individu habillé, puis après il faut le dessaper, puis après il faut lui enlever les sous-vêtements, puis après il faut lui enlever les organes, et puis après il faut lui enlever le corps, en fait. Il faut arriver jusqu'à l'épure. Sculpter sa propre statue en permanence, ou sculpter son propre texte tout en restant compréhensible. Mais justement pour conquérir le fait de l'être. C'est-à-dire que si j'écrivais plus rapidement, ce serait peut-être, en tout cas, ce serait sûrement moins intelligible. Et ce serait plus long. Ce qui est long, c'est de ramasser les choses, c'est de faire court, c'est de les concentrer sans les perdre. C'est de faire court sans être elliptique tout en gardant une ligne. Ça oblige en fait à s'en tenir à une idée. Je vous donne un exemple. L'autre jour, donc, il y a cette histoire épouvantable, ce rhinocéros à Thoiry. Le rhinocéros dont on coupe la corne. Et de temps en temps, je me sers de l'actu comme d'un prétexte. Donc je me suis servi de l'actu à ce moment-là pour parler de rhinocéros de Ionesco, ce qui n'a rien à voir. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire une chronique sur le fait que certains zoos, désormais, veulent couper préventivement les cornes des rhinocéros. Parce qu'il y a un article d'Alain Finkielkraut dans un très bon livre qui s'appelle L'imparfait du présent, dans lequel il raconte comment, et c'est Camus qui m'y fait penser puisqu'il est mort quand sa voiture a heurté un platane, raconte comment sur certaines nationales, on a décidé de couper les platanes au lieu d'apprendre aux gens à conduire. Et dans le texte de Finkielkraut, Alain se réfère à un passage de La Recherche du temps perdu, qui est un des passages les plus étonnants du côté de chez Swann, du début de la recherche, de ces pages parfaites, qui est le moment où Françoise, qui est en cuisine, découpe le poulet, le coupe vivant. Et le poulet, il n'a pas envie de mourir. Donc il se débat un peu, et Françoise lui tient le cou et pour le décapiter. Et le poulet se débat, et Françoise est là, et elle dit « Sale bête, sale bête !» Et bon, insulter le poulet qu'on essaie de décapiter, on peut comprendre que le poulet flippe. Et en fait, c'est le même geste. Traiter le poulet de sale bête, vouloir couper les platanes, traiter le poulet de sale bête au lieu de comprendre qu'il se débat, vouloir couper les platanes au lieu d'apprendre à conduire,
ou bien couper les cornes du rhinocéros au lieu d'installer des barrières, des grillages et des systèmes pour choper les braconniers, relève en fait de la même démission, c'est-à-dire qu'on préfère